Il est 8h37 sur RMC et BFM TV. Bonjour Jean-Marc Jancovici. Bonjour. Jean-Marc Jancovici, vous êtes ingénieur, membre du Haut Conseil pour le climat, président du Shift Project. Vous êtes aussi l'auteur de cette bande dessinée best-seller de l'année, Le Monde sans fin, qui alerte sur l'environnement. Je précise que vous êtes arrivé légèrement en retard parce que, il pleut à Paris et que dans ces moments-là, les transports en commun dont on nous vante les mérites, le tram que vous avez pris était en quelque sorte embourbé. Jean-Marc Jancovici, hier, Elisabeth Borne a déclaré, je cite, « Les Français vont vivre mieux grâce à la transition énergétique ». Sauf qu'au moment où on se parle, les Français, ils ont quand même l'impression que la transition énergétique, ça veut dire qu'ils vont avoir froid, ça veut dire qu'il va falloir qu'ils trouvent de l'argent pour changer de voiture, ça veut dire qu'il va falloir qu'ils trouvent de l'argent pour payer les travaux de rénovation thermique. Est-ce que vraiment ils vont vivre mieux ? Ça dépend à quel horizon de temps on se situe. Ce qui est sûr, c'est que quand on a un sujet qu'on n'a pas anticipé et pour lequel on ne s'est pas organisé à l'avance, en général, c'est plutôt moins bien que mieux. Après, le discours d'Elisabeth Borne, il est de façon assez standard d'expliquer que les choses vont bien se passer parce que c'est le mandat de n'importe quel politique d'expliquer que les problèmes sont sous contrôle et que tout va bien se passer. Alors ça, c'est le politique, mais vous êtes l'ingénieur et en général, vous êtes plutôt franc. Est-ce que ça va bien se passer ? Pour partie, ça va mal se passer, mais ça, on le sait depuis longtemps. Changer un système énergétique, ça prend un demi-siècle. L'énergie abondante, en fait, elle a structuré nos villes, elle a structuré nos moyens de déplacement. Pour donner un exemple, on est passé de 2 millions de véhicules particuliers après-guerre à 40 millions aujourd'hui. Il est bien évident qu'on a organisé nos vies en fonction de ça et que baisser brutalement cette quantité, ça pose des problèmes. On a organisé la façon dont l'économie fonctionne avec ça. Par exemple, l'essentiel des emplois aujourd'hui sont dépendants de chaînes de valeur très longues et de la mondialisation. Avec moins d'énergie abondante, on a moins de mondialisation et c'est pareil, c'est des choses qui ne se changent pas en une semaine. Est-ce que les décisions qui ont été prises vous semblent, même si visiblement elles sont prises un peu tard... Alors de quelles décisions parle-t-on ? Alors notamment des annonces d'Elisabeth Borne hier sur la neutralité carbone qui serait obtenue en 2050 avec la sobriété énergétique, avec une production d'électricité décarbonée autour du nucléaire et du renouvelable. Enfin, c'est principalement ça les piliers. Et le troisième pilier, c'est le développement de nouveaux vecteurs énergétiques comme l'hydrogène décarboné. Vous allez nous expliquer tout ça ? Alors, la neutralité carbone en 2050, ça voudrait dire qu'en 2050, la France n'émet plus un gramme de CO2 pour fonctionner. Donc ça veut dire qu'on n'a plus une seule voiture thermique, ça veut dire qu'on n'a plus une seule chaudière à gaz, plus une seule chaudière à fioul, ça veut dire, dans les logements. Ça veut dire que dans l'industrie, on n'utilise ni gaz, ni charbon, ni fioul pour faire fonctionner l'industrie. Ça veut dire qu'on n'en a plus non plus dans l'électricité. Et en particulier, en ce moment, des centrales à gaz, il y en a qui tournent. Et ça veut dire que dans l'agriculture non plus, on n'a plus de fioul dans les tracteurs, etc. Donc c'est ça que ça veut dire. C'est jouable ? Alors ça dépend des contreparties. Ouais. Si on accepte de diminuer la consommation d'un facteur 10, probablement. À consommation constante, probablement pas. Et la question est de savoir où est-ce qu'on met le curseur entre les deux et qu'est-ce qu'on va arriver à faire. Après, il y a une voiture balai qu'il faut bien garder en tête. Moi, je ne cesse de le répéter, mais pour le moment, c'est complètement sous l'écran radar de la quasi-totalité de nos politiques. C'est que de toute façon, les gisements de pétrole, de gaz et de charbon, enfin les mines de charbon, c'est pas éternel, c'est épuisable, parce qu'il faut des dizaines de millions ou des centaines de millions d'années pour faire des combustibles fossiles. Et il faut rappeler que depuis 2008, l'Europe est en décrue énergétique subie. Donc même si on ne voulait pas être sobre, de toute façon, on aurait moins d'énergie fossile à notre disposition. En fait, Jean-Marc Jancovici, ce que vous nous dites ce matin, c'est que de toute façon, on n'a pas le choix. Ce n'est pas une question de volonté politique, c'est une question de finitude. Non, on n'a pas le choix. Et la seule question pour la volonté politique, c'est comment est-ce qu'on s'organise face à ça ? Est-ce qu'on l'anticipe ? Pour accompagner notamment. Alors, il faut accompagner, il faut anticiper, il faut s'organiser. Et en fait, ce qu'il faut d'une certaine manière, c'est que tant qu'on a encore de l'énergie fossile, il faut s'en servir pour refaire les infrastructures qui permettront de fonctionner sans énergie fossile. C'est ça qu'il faut faire. En fait, on doit utiliser les énergies fossiles restantes pour pouvoir ensuite s'en passer. Exactement. Concrètement, quand même, quand je vous écoute et que vous nous dites ok, c'est jouable, mais enfin c'est jouable au prix de la suppression de beaucoup de choses qui occupent notre quotidien, ça ressemble moins à vivre mieux qu'à du sang et des larmes quand même, en tout cas à court terme. Alors ça ressemble à vivre différemment. Et c'est évident qu'à court terme, il va y avoir des efforts significatifs. Et même plus tard, en fait, il va y avoir des efforts significatifs à faire. Et la seule question, je le répète, c'est est-ce qu'on les subit totalement ou largement ? Et là, pour le moment, c'est plutôt la direction qu'on prend parce qu'on n'anticipe pas. Ou bien on s'organise de telle sorte qu'on puisse s'en passer plus facilement. Et à ce moment, il ne faut pas se faire d'illusions sur la façon dont on s'organise. Vous dites on n'anticipe pas, mais enfin, je reprends le discours d'Elisabeth Borne hier, ça donne le sentiment en tout cas qu'elle anticipe. Non, quand je dis on n'anticipe pas, c'est qu'on n'a pas anticipé. Il y a une partie des choses aujourd'hui... On anticipe trop tard. Il y a une partie des... anticiper trop tard, c'est pas anticiper, oui, en général. Il y a une partie des choses qu'on commence à faire aujourd'hui, ça fait 20 ans qu'on aurait dû commencer à s'y mettre.
Donc en fait, on a fait un refus d'obstacle. Hein, là, c'est très Avec clair. la question de la dépendance, la dernière fois que je vous ai reçu, j'avais été très frappée par le fait que vous retrouviez dans des archives le fait qu'il y a déjà 10 ans, vous alertiez sur notre manière de nous mettre dans les mains des Russes. On était bien loin de la guerre en Ukraine, mais déjà vous disiez attention, nous sommes extrêmement dépendants. Le sommes-nous toujours? Quand on entend le gouvernement qui dit ça y est, c'est bon, nos cuves de gaz sont pleines, nos réserves de gaz sont pleines. Est-ce qu'on peut se dire c'est bon, on est sauvés? C'est probablement un peu plus compliqué que ça. Avant la guerre en Ukraine, les Russes fournissaient environ 40% du gaz européen. La question, c'est si on se passe du gaz russe, où est-ce qu'on trouve le gaz ailleurs? Or, trouver le gaz ailleurs, ça veut dire qu'on le fait venir par bateau de forme liquéfiée plutôt que par tuyau. Ce qu'on appelle le fameux GNL. Le fameux GNL, plutôt que par tuyau. Or, de passer de l'un à l'autre, c'est très long, parce que les volumes ne sont pas du tout les mêmes. Et par ailleurs, il faut trouver des États qui veulent bien exporter, des États producteurs qui veulent bien exporter du gaz en quantité suffisante, indépendamment du prix, en quantité. Il se trouve qu'au Shift Project, nous allons présenter dans pas longtemps un travail très détaillé que nous avons fait sur la base de l'ensemble de la connaissance de l'ensemble des gisements gaziers dans le monde et qui montre que la production de gaz dans le monde devrait passer par un pic en 2030 pour des raisons géologiques, pas pour des raisons climatiques, pour des raisons géologiques. Donc de toute façon, se retourner vers d'autres pays, ça va durer un temps. Ça ne sera qu'un pis-aller. Ça sera un pis-aller. Ça ne pourra pas être éternel. Indépendamment du fait que, de toute façon, si on veut être neutre en 2050, il n'y aura plus de gaz du tout à cette échelle, plus de gaz fossile du tout à cet horizon de temps. C'est-à-dire que soit il n'y en aura plus parce qu'il n'y en aura plus, soit il n'y en aura plus parce qu'on s'interdira de l'utiliser. Alors, le plus probable, c'est qu'il y en aura toujours un peu, mais moins qu'aujourd'hui, ça c'est clair. Avec cette question évidemment qui est notamment dans notre quotidien, la question de la voiture et de la mobilité qui reste un des grands enjeux. Je voudrais que vous écoutiez ce que Marine Le Pen disait hier. Je l'interrogeais sur la question du 110 km/h auquel elle est opposée. Voilà sa réponse. On peut aussi s'arrêter de vivre, de respirer, d'avoir des voitures, on peut retourner à la carriole à chevaux. Si on écoute d'ailleurs les écologistes, c'est à ça qu'on va revenir. Mieux vaut en rire qu'en pleurer, parce que la réalité, c'est que leur vision est une vision de régression absolument totale de la civilisation, alors que, évidemment, les solutions sont dans la science, le progrès. C'est-à-dire qu'on va trouver demain les solutions pour pouvoir améliorer l'efficacité énergétique. Comment on trouve le juste équilibre ? Comment on trouve le juste équilibre entre cette moquerie, cette ironie sur le fait qu'en gros, si on écoute les écolos, on arrête tout, et puis en même temps, l'importance d'innover, de croire au progrès? Je vais commencer par une remarque sur la confusion des rôles qui est très fréquente dans le discours des politiques entre l'écologie en tant que discipline, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui font des constats sur l'état de l'environnement, et l'écologie en tant que mouvement politique. Vous êtes dans la première catégorie. Beaucoup de gens sont dans la première catégorie. C'est-à-dire qu'en fait, les deux ne sont pas les mêmes. Donc il faut bien voir de quoi on parle. Quand on dit les écolos, en général, on parle plutôt soit des politiques, soit des militants. Oui, mais on parle souvent des militants qui invoquent les scientifiques. Et quand les militants invoquent les scientifiques, des fois ils les invoquent bien, des fois ils les invoquent mal. D'accord ? Donc il faut essayer de revenir en fait. Alors, Madame Le Pen n'échappera pas plus que les autres au fait que les combustibles fossiles sont épuisables. Donc, même si on ne veut pas, je le redis, de toute façon, il va falloir faire avec moins de combustibles fossiles. En ce qui concerne le 110 sur autoroute, il y a plein de pays étrangers qui sont déjà à des limitations de vitesse de cet ordre. Je n'ai pas l'impression que les gens s'y suicident. Je n'ai pas l'impression qu'ils soient extrêmement malheureux. Donc je ne pense pas que ce soit majeur. Vous comprenez que le gouvernement, Elisabeth Borne était invitée à répondre à cette question lundi soir sur BFM TV. Elle refuse de passer du 130 au 110 km/h, sans doute aussi par crainte d'une forme de colère, comme il y avait eu quand on est passé du 90 au 80 km/h. Et vous vous dites que cette colère n'aurait pas lieu pourtant? Alors je pense que ça tout dépend de la pédagogie du problème. Je pense que les gens ne sont pas complètement idiots. Et si on leur dit de toute façon il va falloir faire avec moins de pétrole, est-ce que vous préférez qu'il y en ait un peu pour tout le monde et on roule à 110, ou que tout le monde, ceux qui peuvent, qui ont les moyens, roulent à 130 et les autres ils ne roulent pas du tout? Qu'est-ce que vous préférez? Ça devient un problème, ça devient un problème social, d'inégalité des ressources, d'inégalité des richesses? Évidemment que ça devient un problème social. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ceux qui peuvent consomment 20% de carburant de plus quand ils roulent, ça en laisse moins pour les autres si la quantité totale est finie. Donc l'intérêt, ce serait de passer, si je vous écoute bien, au 110 km/h. Évidemment. Pour tous. Oui, absolument. Et en plus, ce serait moins cher, évidemment, quand on fait le plein. On ferait des pleins, disons, et par ailleurs, de manière plus épisodique. Il y a quelque chose qui est avéré, c'est que plus vous freinez la voiture, plus vous favorisez le report sur les modes alternatifs. C'est-à-dire que ça devient d'autant plus intéressant, où les gens sont d'autant plus motivés à prendre le train,
que vous leur dites sur autoroute, ça sera 110 au lieu de 130. Mais le train est très cher. C'est-à-dire que pour le coup, si ça devient une question d'économie, le train en France est cher. Alors ça dépend comment vous comptez. C'est toujours pareil. Si vous comptez juste le coût marginal de la voiture, c'est-à-dire juste le plein d'essence et le péage quand vous prenez l'autoroute, oui, le train est plus cher. Si vous comptez l'amortissement de la voiture, c'est-à-dire le fait que vous devez l'acheter, que vous devez l'assurer, etc., et que vous faites une comparaison entre voiture et pas voiture, à ce moment, c'est pas si évident que ça. Vous avez peut-être vu que la région Occitanie va mettre en place tous les déplacements à 1 euro le premier week-end par mois. C'est quand même quelques milliers d'euros par an. Oui, vous nous rappelez, vous rappelez, j'ai bien compris, que vous prenez toute la chaîne, c'est-à-dire non seulement l'achat du véhicule, le plein, l'assurance, les réparations, le fait d'aller régulièrement chez le garagiste, le contrôle technique. Et il y a beaucoup de gens qui achètent des voitures qui sont dimensionnées pour le départ en vacances et qui toute l'année servent entre la moitié de leur capacité et on est tout seul dedans. Mais est-ce que vous invitez les responsables qui disent il faut privilégier le train à baisser le prix? Je le rappelle, donc depuis hier, en Occitanie, le premier week-end par mois, tous les déplacements, c'est-à-dire vraiment les transports en commun, le train, tout est à 1 euro. C'est une question. Il y a 2 manières si on veut avantager économiquement le train par rapport à la voiture. La première manière, c'est de monter le prix de la voiture. La deuxième manière, c'est de baisser le prix du train. Et comme il n'y a pas de repas gratuit, si on baisse le prix du train, il faudra bien que l'argent vienne de quelque part. Donc, est-ce que ça doit venir de nos impôts? Mais ça, c'est un débat qu'il faut avoir. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut faire les comptes, il faut voir ce que ça coûte et il faut regarder la solution qu'on préfère. Il fait combien chez vous? Chez moi? Ouais. Dans mon logement? Oui, je sais pas, vous chauffez à combien? Parce que maintenant, c'est devenu une question publique. Ça se balade entre 17 et 19, ça dépend de la pièce. Ça se balade entre 17 et 19, et quand vous avez un peu plus froid, vous allez dans les pièces à 19, quoi. Non, c'est parce que il y a des endroits, quand on est plus près du thermostat, c'est un peu plus chaud, je veux dire. Mais est-ce que vous dites, parce que je reviens toujours à la question du vivre mieux grâce à la transition énergétique, est-ce que vraiment, parce que ça fait quand même 3 mois qu'on dit aux Français, va falloir que vous baissiez le chauffage, va falloir que vous mettiez des cols roulés, est-ce qu'on peut vivre? Est-ce que c'est vraiment un argument pour dire on va vivre mieux? Ou des couettes, vous savez. On ne va pas se promener partout dans l'appartement avec des couettes. Non, mais dans la pièce dans laquelle on dort, ça pose pas de problème de rajouter une couette et de baisser la température de quelques degrés. Donc vous dites, vous dans la chambre, il fait combien? À mon avis, il fait pas plus de 15. Pas plus de 15? À mon avis, même un peu en dessous, je pense. Donc on peut reprendre la phrase d'Elisabeth Borne, les Français vont vivre mieux grâce à la transition énergétique, vivre mieux avec... Là, pour le coup, c'est pas faux. Si vous dormez dans une chambre où il fait 0, là, vous n'allez pas aimer. Mais par contre, si vous dormez dans une chambre où il fait trop chaud, en général, vous dormez mal. Je voudrais qu'on parle de la situation justement de l'électricité, parce que l'une des raisons pour lesquelles finalement on va devoir tous baisser le chauffage, contrairement à ce que vous dites, c'est-à-dire que vous avez toujours dit de toute façon il va falloir qu'on baisse le chauffage parce qu'on aura en effet, en tout cas pour l'instant, pas suffisamment de matériel, enfin d'énergie fossile pour faire face. Là c'est aussi parce que tout simplement on n'a pas assez de centrales en service. On a encore 26 réacteurs au moment où on se parle, 26 réacteurs qui sont à l'arrêt. Il faut quand même rappeler que l'essentiel du chauffage dans ce pays, c'est du gaz et du fioul. Mais c'est pas de l'électricité. Donc il n'y a pas de sujet de réacteur à l'arrêt pour tous les logements. Les deux sont pas liés. Redites-nous ça, parce que si moi je fais l'erreur, j'imagine que je suis pas pour tous les seule. logements qui sont chauffés au gaz et au fioul, le problème c'est pas l'approvisionnement électrique. Le problème, c'est l'approvisionnement en gaz et en fioul. L'approvisionnement en gaz et en fioul qui, vous le disiez, certes, on nous dit que les caisses, enfin les réserves de gaz sont pleines. Oui, mais ça suffit pas pour passer l'hiver. C'est-à-dire qu'avec les réserves de gaz que nous avons, si demain matin on nous coupe les tuyaux et l'approvisionnement en continu, on passe pas l'hiver. On passe pas l'hiver. Ah bah non, il faut qu'on continue à être approvisionné en même temps qu'on tape dans les réserves. Les réserves, si tout d'un coup on ne devait vivre que sur ces réserves, donc qu'on appelle réserves stratégiques, qui sont les réserves françaises, on passe combien de temps ? Alors, je n'ai plus le chiffre exact en tête, mais enfin, de mémoire, le stockage de gaz, ça assure un quart ou un tiers de ce qu'on va consommer pendant l'hiver. Un quart ou un tiers donc on va devoir continuer à acheter du gaz. Ah, on doit devoir continuer à en importer de manière extrêmement claire. Et en fait, le problème, il n'est pas tant pour cet hiver, si l'approvisionnement en gaz est à peu près le même que celui qu'on a aujourd'hui, il est pour l'hiver d'après. Je rappelle ma question, 26 réacteurs à l'arrêt, oui. Le calendrier de retour à la normale de EDF est en suspens. Ils ne sont pas capables de nous dire, au moment où on se parle, quand ces réacteurs seront remis en marche. Est-ce qu'a posteriori, vous vous dites, la fermeture de Fessenheim, c'était peut-être une erreur, et 2, est-ce que vous en savez plus, vous, ingénieurs, sur l'horizon auquel on peut espérer que ces réacteurs vont être remis en marche ? Alors, Fessenheim était une bêtise, mais pour autant, ça ne veut pas dire que ça change dramatiquement les ordres de grandeur. Quand on a 26 réacteurs à l'arrêt, si on en avait 24 plutôt que 26, ça ne changerait pas fondamentalement la chose. Après, je ne connais pas le calendrier de remise, de retour à la normale. Il y a 2 processus qui font qu'il y a une partie significative du parc qui n'est pas disponible. Le premier, ça a été les décalages dus au Covid.
parce que donc, on est toujours dans cette, j'ai envie de dire, dans les conséquences du Covid là-dessus. Et le deuxième, c'est la fameuse corrosion sous contrainte, c'est-à-dire qu'il y a eu des défauts qui ont été trouvés sur des circuits d'alimentation de secours sur un certain nombre de réacteurs. Et avec la philosophie de sûreté que nous avons actuellement, on a considéré que ces défauts justifiaient la mise à l'arrêt de la centrale. Donc, quoi qu'il arrive, on va en être où? Quel est l'horizon? Je ne sais pas. C'est pour ça qu'il faut demander. Il n'y a qu'EDF qui sache. Hein. Mais EDF n'a pas l'air de vouloir vraiment donner la réponse, quoi. Il y a des Est-ce que c'est parce que EDF n'a pas la réponse ou est-ce que c'est parce qu'il faut qu'on s'attende à ce que la réponse soit très mauvaise? Je ne sais pas, il faut leur demander, parce que dans les raisons qui font que les réacteurs ne reviennent pas aussi rapidement qu'espéré, d'abord il y a eu une grève il n'y a pas très longtemps, ensuite il peut y avoir problème à avoir des compétences qui sont nécessaires sur plein de réacteurs à la fois et puis on n'en a pas assez pour intervenir sur tous les réacteurs en parallèle, et puis il peut y avoir des problèmes de disponibilité de pièces, parce que c'est des pièces spéciales qu'il faut avoir pour réparer les réacteurs. Les fournisseurs peuvent éventuellement pas être capables. J'en sais rien. Donc en tout cas, c'est pas gagné. J'ai pas le détail. C'est pas encore gagné. Et si on en croit de toute façon vos projections, quoi qu'il arrive, il va falloir apprendre à se passer davantage. Par contre, il y a quand même une différence entre des réacteurs qu'on mettrait au rebut et il faut apprendre définitivement à se passer de 26 réacteurs. C'est différent ils sont en cours de réparation. Et ils finiront par reprendre du service. On ne sait pas quand. Jean-Marc Jancovici, merci d'être venu donner toutes ces précisions à mon micro sur RMC et BFM TV. Il est 8h53.